En 2015, on croisait rarement des citadins avec des Salomon aux pieds. Et tout a changé à cause d'un homme qui a eu la vision dans une petite boutique du Marais. Des gens qui étaient vraiment connectés dans la mode nous ont contactés et qui ont dit Salomon, vous avez quelque chose d'intéressant à faire. Avant de devenir une marque de fashion, Salomon grandit à Annecy, au cœur des Alpes, à une époque où les entreprises du coin sont bouillantes. Le ski dans les années 60, c'était un peu comme la Silicon Valley aujourd'hui, plein de startups avec plein de marques différentes, des gens qui avaient des idées très différentes. Cette petite entreprise 100% savoyarde passera ensuite sous contrôle finlandais, puis chinois. 3 nationalités, mais la même obsession, révolutionner le sport de montagne, toujours avec style. Et pour vous raconter son histoire, j'ai pris un train, un car, avec une super vue, et je suis partie à Annecy. Si je suis venue jusqu'à Annecy aujourd'hui, ce n'est pas pour voir leur super lac, mais pour visiter le Salomon Design Center. C'est super. Moi, c'est Eva Talma, je suis journaliste vidéo aux Échos, et même si j'ai dû faire du ski 2 fois dans ma vie, aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Salomon. Notre histoire commence à Annecy, juste après la Libération. Georges Salomon, fraîchement diplômé du brevet supérieur, travaille à la préfecture d'Annecy, et il s'ennuie beaucoup. Son rêve, c'est de travailler dans l'atelier d'acier de son père, qui, lui, espère que son fils devienne un stit. Un jour, des amis charpentiers de la famille débarquent à l'atelier avec un petit souci. Les carres en acier doux qu'ils utilisent pour fabriquer leurs skis ne sont pas assez résistantes. Pour ceux qui ne connaissent pas l'anatomie d'un ski, les carres, c'est les fines bandes métalliques sur les côtés des skis qui les renforcent et limitent l'usure. Georges et son père ont une idée, se servir de l'acier trempé qu'ils utilisent pour leurs skis, un acier durci par traitement thermique, plus résistant que l'acier classique. Les cars de ski avaient besoin d'exactement des mêmes caractéristiques techniques. Guillaume Mézinck est PDG de Salomon. Pour la petite anecdote, il est arrivé dans l'entreprise il y a 30 ans, comme stagiaire. Qui était d'avoir un métal suffisamment abrasif pour couper, mais en même temps qu'il soit souple, parce que le ski se coupait. Dans la foulée, en 1947, Georges dépose un brevet. Salomon commence à fabriquer des cars de ski, la production s'accélère et un nouvel atelier, plus grand, ouvre en 1952. Dans ces nouveaux locaux, Georges se trouve un nouveau défi, rendre le ski plus sûr. Aujourd'hui, quand vous tombez en ski, votre pied se détache du ski, ce qui réduit considérablement les risques de fracture. Et ça, c'est grâce à Salomon. Dans les années 50, le ski serait resté attaché à votre botte, et je vais pas vous faire un dessin. Non. Salomon fait donc une fixette sur les fixations. En 1957, il invente la butée de sécurité Skade, puis 2 ans plus tard, la lift, une fixation qui libère le pied en cas de torsion excessive, et donc avant que la jambe... voilà. Le milieu du sport d'hiver était des milieux tout petits, c'est-à-dire que c'était aussi les familles qui nous aidaient parce qu'ils avaient des magasins de détail. Donc finalement, on prenait le meilleur skieur de la vallée pour développer les skis, les tester. Et c'est là où finalement l'idée d'ambassadeur, parce qu'à l'époque c'était plus un ambassadeur du sponsor, est devenue naturelle et qu'on s'est mis à équiper des athlètes dans le sport d'hiver. Le premier ambassadeur de la marque, c'est lui. Pour les non-adeptes des sports d'hiver, c'est un peu le Pelé de la montagne. Il a inventé la technique française de ski et a été triple champion du monde à Chamonix en 1937. Entre innovation et ambassadeur de renom, Salomon continue de grandir, porté par le sport d'hiver qui devient peu à peu tendance. Dans les années 60, de plus en plus de Français partent en vacances au ski. Et ça, c'est grâce au plan neige de Pompidou qui transforme les Alpes. Entre 1964 et 1977, 23 stations de sport d'hiver sont modernisées et 20 nouvelles sortent de terre, dont Val Thorens et Tignes. Alors, forcément, côté entrepreneurial, il y a de quoi faire. Alors, il faut imaginer que le ski dans les années 60, c'était un peu comme la Silicon Valley aujourd'hui, plein de startups avec plein de marques différentes, des gens qui avaient des idées très différentes. Et donc, ce qui a vraiment distingué Salomon, ça a été vraiment l'internationalisation de l'entreprise. Georges ne parlait pas un mot d'anglais ou un mot d'allemand, mais en tous les cas, il avait l'idée de se dire il faut qu'il y ait des ambassadeurs Salomon, des employés Salomon dans tous les marchés clés du sport d'hiver. Donc, en 1973, Salomon devient le premier fabricant mondial de fixation avec un chiffre d'affaires de 59 millions de francs, soit environ 62 millions d'euros aujourd'hui. Après avoir conquis le marché, l'entreprise choisit de gravir un nouveau sommet,
les chaussures de ski. Le problème à résoudre, le temps qu'on perd à enfiler les bottes. Début 1979, la première botte de ski de Salomon est presque prête. Le groupe se prépare pour la présenter au Salon international de Grenoble, l'un des plus grands salons de sport d'hiver au monde à l'époque. Tout semble prêt, jusqu'au moment où... Le week-end avant le salon, Georges est reparti à la Clusaz essayer les chaussures avec d'autres techniciens. Ils ont encore testé, et à la fin, il a estimé que le produit n'était pas fini, que c'était pas un produit qui correspondait à son standard. Et c'est à ce moment-là qu'il a décidé d'annuler. La botte sort finalement l'année suivante et connaît un succès mondial. Avec son entrée arrière et son unique crochet de serrage, elle se vend à 14 000 exemplaires la première année. En 1990, l'entreprise a déjà vendu 10 millions de paires de chaussures de ski et occupe un quart du marché mondial. D'ailleurs, la couleur et la forme de la paire, ça vous rappelle rien? Si vous avez l'impression d'avoir déjà vu ça quelque part, c'est normal, enfin, seulement si vous avez plus de 40 ans. Son design est signé Roger Talon, qui a aussi imaginé le style futuriste du tout premier TGV. Dans les années 80, Salomon continue d'innover et dépose jusqu'à 300 brevets par an. Une fois que la marque a l'impression d'avoir fait le tour dans les bottes de ski, dans les quarts et dans les fixations, Salomon décide de se lancer dans la confection de ski. En 1990, il dévoile les S9000, des skis monocoques en fibre de verre qui accrochaient mieux à la neige que les skis déjà présents sur le marché. Attendez, je vous montre. C'est cela. Waouh! Et pour l'anecdote, pour lancer ses premiers skis, Salomon est passé en mode commando. Le pôle ski travaillait à l'écart du reste des employés et les prototypes étaient testés en cachette. Seul petit problème, quand les skis sont enfin prêts à être commercialisés, la neige, elle, n'est pas au rendez-vous. À la fin des années 80, Salomon s'enrhume. Les hivers 89-90 et 90-91 sont des hivers sans neige. Les stations tournent au ralenti et le marché s'effondre. Au bout des 2 hivers, le marché il s'est divisé à peu près par 2. À l'époque, en plus, il n'y avait pas forcément de moyens comme la neige artificielle pour sauver les saisons des stations, etc. Et en fait, à ce moment-là, il y a eu une crise dans le marché. Toutes les marques ont dû faire des plans sociaux, se restructurer. Et c'est à ce moment-là qu'une équipe de Salomon a commencé à imaginer que la chaussure de ski de fond qu'on avait, avec les lignes de production qui ne marchaient plus parce qu'on avait des stocks et qu'on n'avait pas vendus, en fait, pouvait devenir une chaussure de randonnée. En 1992, Salomon lance sa première chaussure de randonnée, l'Adventure 7, inspirée de la SX 91. Georges Salomon le sait, les hivers sans neige vont être de plus en plus courants. Une seule solution, la diversification. En 1996, les sports d'été représentent 38% des ventes de Salomon, contre seulement 20% au moment du lancement de l'Adventure 7. Toutes les bases et la fondation de Salomon a été vraiment créée pendant ces années 90, grâce aussi au fait qu'on faisait beaucoup de marge avec ces fixations. Et donc cet argent-là, en fait, elle a été réinvestie pour le développement. On lance la randonnée, donc et on arrive à lancer le snowboard. Et puis après, à la fin de cette décennie, il y a eu aussi le vêtement. Avec un bénéfice net de 380 millions de francs sur l'année 95-96, tout semble sourire à Salomon. Pourtant, en 1997, Georges Salomon prend une décision inattendue. À 72 ans, confronté à des problèmes de succession entre ses 3 fils, il cède l'entreprise familiale à Adidas pour 8 milliards de francs. En fait, ce que ça a changé, c'est vraiment la structure d'une entreprise, d'une petite entreprise familiale qui intègre un groupe qui, lui, est structuré, qui est à la bourse de Francfort, qui donc a une exigence, mais aussi des moyens nettement supérieurs. Salomon se lance dans le trail, la marque sponsorise des courses, des athlètes et contribue à structurer une discipline encore jeune. En 2017, le trail représente 70% de son chiffre d'affaires. Salomon est même devenu numéro 1 mondial des chaussures de trail. Mais au début des années 2000, c'est une autre histoire, car les résultats de Salomon sont en baisse. Adidas n'y trouve plus son compte et vend en 2005 la marque à Hammersport, une entreprise finlandaise qui se trouve être dirigée par l'ancien directeur commercial de Salomon. Le monde est petit au final. Et quand il y a eu le rachat en 2005, en fait, il y a eu un retour en disant mais qu'est-ce que Salomon est? Et finalement, c'est là où on s'est défini comme la marque des sports de montagne. Et en fait, à ce moment-là, on a réduit notre portefeuille de produits, on a arrêté certaines activités et on s'est vraiment reconcentré sur la montagne.
Pendant que Salomon redéfinit son identité et se recentre sur la montagne, la maison mère lance une vaste restructuration. Fermeture d'usines, réduction des effectifs et rationalisation des activités pour remettre la marque sur pied. Et ça marche. Entre 2007 et 2015, le chiffre d'affaires du groupe passe de 400 à 827 millions d'euros. En 2016, les sports d'hiver ne représentent plus qu'un peu plus de 30% du chiffre d'affaires. Parmi les athlètes de Salomon, un nom ressort. Kylian Jornet, un sportif catalan spécialisé en ski alpinisme, course de montagne et ultra-trail. Avec lui, Salomon va développer le sac Adeveskin. L'histoire commence à l'UTMB 2008. Cette année-là, le nouveau règlement impose une liste de matériel obligatoire. Kylian joue avec le règlement, prend 15 minutes de pénalité et gagne quand même avec une heure d'avance. Après ça, le sac devient obligatoire et avec un poids minimum de 2 kg. Kylian collabore alors avec Salomon pour créer l'Adeveskin, un sac ultra performant qui deviendra iconique. Et puis on arrive à l'année 2015 où Salomon va devenir fashion. En 2015, un homme entre dans une boutique fashion du Marais, The Broken Arm. À ses pieds, une speedcross version hiver, la Snowcross. Les fondateurs sont conquis au premier regard et veulent absolument vendre cette paire dans leur magasin. À ce moment-là, il y a eu une tendance qu'on a un moment appelée Gorpcore. Les urbains commencent à utiliser la ville de manière différente. Cet usage urbain va demander des vêtements et des chaussures d'usage. Et c'est là où il y a des autorités un peu de la mode ou des gens qui étaient vraiment connectés dans la mode qui nous ont contactés et qui ont dit Salomon, vous avez quelque chose d'intéressant à faire. En 2019, le sport devient une histoire de style et Salomon lance sa division Sport Style. C'est une marque qui veut se positionner fortement, qui a des ambitions fortes et qui choisit aussi les bonnes personnes. Virginie Jacot-Berger l'avouée est journaliste aux Échos. Elle suit la mode et le luxe. Il a choisi donc un directeur artistique qui est le tout premier de son histoire, qui était précédemment le styliste de Maison Margiela. Il se trouve qu'anecdotiquement, on peut dire qu'il était aussi randonneur, donc il a un attachement particulier pour l'activité de la marque, mais c'est surtout une personnalité de la mode qui est reconnue pour une mode pointue, qui a une expertise forte. 2019, c'est aussi l'année où Salomon change pour la 3e fois de nationalité. La maison mère Hammer Sport est rachetée par le groupe chinois Hantasport pour 4,6 milliards d'euros. Salomon a vraiment un avantage lié à son actionnariat, Hantasport, le géant chinois de la catégorie du sport, qui leur donne une capacité de déploiement en Asie où l'outdoor est en pleine croissance, avec des réseaux de distribution et un savoir-faire et une connaissance du marché que les autres marques n'ont pas. Le rachat a propulsé Salomon en Asie et en Chine, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus 72% de chiffre d'affaires entre 2021 et 2022. Et dans le contexte géopolitique actuel, c'est un énorme avantage pour la marque. Dans un contexte de guerre commerciale, Salomon aujourd'hui est moins impacté pour la simple et bonne raison que ce n'est pas encore une marque mature aux États-Unis. Ça représente à peu près 26% de son chiffre d'affaires et donc l'année dernière, ils ont été beaucoup moins impactés par la montée des tarifs douaniers voulus par Trump. Et si la France ne représente que 10% du marché de Salomon, le cœur de la marque est toujours à Annecy, là où tout a commencé il y a presque 80 ans. Car c'est toujours à l'Annecy Design Center que tous les produits sont imaginés, prototypés et testés sur des machines, soyons honnêtes, hyper satisfaisantes à regarder. Super, beaucoup trop grande pour moi, mais super. Abonnez-vous! Abonnez-vous! Attends, c'est comme les influenceuses qui font le net.